bonjour tout le monde. Désolée pour ce petit retard. Monsieur le sous-ministre adjoint, secteur de la science et de l'innovation, monsieur le président directeur général du CHUM, madame la vice-rectrice aux études et aux affaires étudiantes responsable de la santé à l'Université Laval, madame la directrice générale de l'OVIA, chers invités, amis et collègues. Je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie chaleureusement de votre présence aujourd'hui pour le lancement de notre livre blanc intitulé Responsable de la formation en santé, réinventer l'apprentissage pour mieux soigner. Ce document marque une étape fondamentale d'un projet visant à préparer les professionnels de la santé à relever les défis futurs dans un contexte de transformation numérique et d'essor de l'intelligence artificielle. Je suis Nadia Lafi, professeure adjointe à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval, titulaire de la chaire de leadership en enseignement sur les pratiques pédagogiques innovantes en contexte numérique Banque nationale et membre actif de l'axe éducation et capacitation de l'OVIA. C'est avec grand honneur que j'accueille nos invités distingués qui ont généreusement accepté notre invitation à ce lancement important. Chacun de nos invités va prendre la parole pour environ 3 minutes. Ensuite, ma co-chercheuse Nathalie Beaulieu et avec aussi notre très chère collègue Julie Grégoire et moi-même, nous allons partager avec vous les résultats très attendus de notre analyse des besoins. Nous sommes ravis de l'intérêt que vous portez à cet événement, ce qui reflète dans les 230 et plus inscriptions que nous avons reçues. Et comme promis, je garde les 10 dernières minutes à vos questions. Alors, je vous encourage à les poser dans la section Q&R en mentionnant le nom de la personne à laquelle votre question est adressée afin de faciliter le processus. Je tiens également à vous informer que notre rencontre est enregistrée et sera partagée sur les réseaux sociaux dans la semaine à venir. Alors maintenant, sans plus tarder, je cède la parole à M. Gervais pour lancer notre lancement. Monsieur Gervais, à vous. Oui, bonjour, merci. Merci Nadia. 3 minutes, je vais essayer de ne pas m'emballer, pas trop dépasser. Donc, merci beaucoup de l'invitation. C'est vraiment avec grand plaisir là, que je suis avec vous aujourd'hui pour le lancement du livre blanc, là, responsable de la formation en santé, réinventer l'apprentissage pour mieux soigner. Donc, ça me tient d'autant plus à cœur parce que trois grandes thématiques importantes là-dedans. Évidemment, santé, formation, besoin de formation, on sait que c'est important, et l'innovation. Vous l'avez dit, je suis responsable de la science, de l'innovation, donc de faire évoluer la recherche vers l'innovation et en arriver à l'adoption. On en fait un combat de tous les jours, d'avoir des accomplissements comme celui-là. Très content d'être ici pour le souligner. Ça me permet aussi de mettre en lumière un projet qui est soutenu par un programme du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le programme Nova Science, qui vise à stimuler la culture scientifique, culture innovation, mais aussi à favoriser la formation et le développement tout au long de la vie. Donc, ça s'inscrit bien là-dedans, puis on arrive à un jalon important avec le lancement du livre blanc aujourd'hui. De façon plus spécifique, le ministère soutient la formation de l'intelligence artificielle depuis maintenant 5 ans. Je faisais un peu avant, mais maintenant avec des actions beaucoup plus ciblées depuis 5 ans. Et puis avec le lancement de la nouvelle, commence à être un peu moins nouvelle, mais de la stratégie québécoise de recherche, d'investissement, d'innovation, ben, on veut faire un pas additionnel. On veut vraiment axer sur l'adoption des innovations, l'adoption des technologies dans les différents milieux preneurs, notamment nos institutions publiques. Puis ben, ça comprend évidemment nos 3 grands réseaux, hein, réseau de l'éducation, réseau de l'enseignement supérieur, réseau de la santé, services sociaux. Donc, c'est grâce à des partenariats comme celui entre le CHUM, l'Université Laval via l'Opvia, qu'on est en mesure d'arriver à adresser ce grand défi-là, qui est l'adoption de l'innovation dans nos institutions. Donc, je vous félicite pour ça. Et puis, ben, on le sait, au Québec, c'est assez bon en recherche fondamentale de façon générale, même excellent en recherche fondamentale en intelligence artificielle. Mais on a encore beaucoup de travail à faire pour stimuler l'adoption. Puis là, c'est un défi que l'on se donne là, avec notre SQRI au carré. Et puis, clairement, l'initiative d'aujourd'hui, là, ça répond, ça va dans ce sens-là. Surtout qu'on utilise, on a un écosystème fort, on a des institutions fortes. On parle de l'Université Laval, on parle de l'OVIA, on parle du CHUM, une institution qui mettent l'épaule à la roue pour stimuler et favoriser l'adoption de l'intelligence artificielle
dans quelque chose de très concret qui est la formation dans le domaine de la santé. Donc, merci pour ça. Je vais m'arrêter. J'ai promis de me limiter à 3 minutes. Donc, félicitations encore pour ce premier jalon. Je souhaite le meilleur des succès pour la suite. Puis, je vous souhaite un bel événement aujourd'hui. Merci beaucoup, Merci beaucoup. Monsieur Gervais. Je vais donner la parole à Monsieur Frédéric Abergel. Il n'est pas présent avec nous, mais il nous a envoyé son mot à travers une vidéo. Mesdames, Messieurs, distingués invités, bonjour. Des impératifs professionnels m'empêchent de participer en direct, mais je tenais à vous adresser quelques mots. L'événement du lancement du Livre blanc marque un jalon important de notre ambitieux projet de transformer la santé par l'enseignement. Le milieu de la santé est en constante évolution en raison de divers facteurs. Pensons entre autres au vieillissement de la population et aux attentes des patients et des patientes qui évoluent avec une demande croissante de soins de santé personnalisés, accessibles et axés sur la qualité. L'intelligence artificielle et les technologies numériques représentent des solutions potentielles pour répondre à ces besoins. Médecine de précision, diagnostic précoce, amélioration de l'efficacité opérationnelle. Le Centre hospitalier de l'Université de Montréal, le CHUM, se positionne comme un leader en intelligence artificielle au service de la santé des populations, notamment grâce à l'École de l'IA en santé et Citadel, notre centre d'intégration et d'analyse des données médicales. Mais cela ne suffit pas à contrer le rythme rapide et continu auquel évoluent les connaissances et les innovations, ce qui a un effet certain sur le cycle de maintien des compétences. Au CHUM, nous misons sur la mission d'enseignement et la connaissance comme levier et force motrice de transformation. C'est pourquoi la direction de l'enseignement et de l'Académie du CHUM, la DEAC, vise à former le personnel pour qu'ils soient capables de faire évoluer leurs pratiques afin de répondre aux besoins changeants de la population et de créer de la valeur par l'enseignement. Le Livre blanc, résultat d'une collaboration avec l'Université Laval et l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique, marque une étape importante et déterminante. En tant qu'organisation, il nous amène à se questionner sur les stratégies de développement des compétences, actuelles et futures, des professionnels de la santé et surtout à s'attarder au développement de ceux et celles qui ont des responsabilités de formation en santé. Il jette aussi les bases vers des solutions adaptées et orientées vers les patients et les patientes qui méritent les meilleurs soins et services de santé. En terminant, j'aimerais souligner la participation financière du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie dans le cadre de son programme Novasciences. Merci d'investir dans les professionnels avec des responsabilités de formation, des leviers indéniables pour développer les compétences du futur en santé. Et finalement, félicitations à vous tous et toutes, et particulièrement à l'équipe de Nathalie Beaulieu, directrice de la DEAC, pour tout le travail accompli quotidiennement. Vous êtes des acteurs de changement et contribuez à la santé de demain. Merci. Donc, merci à M. Abergel. Et puis là, je donne la parole à Mme Bergeron. Madame Bergeron, à vous. Merci beaucoup, Nadia. Puis je me permets d'abord de saluer M. Gervais, notre sous-ministre adjoint, M. Abergel, pardon, le PDG du CHUM, Mme Langlois, la directrice de l'OBIA, Nadia, notre professeure ici à l'Université Laval, titulaire de la chaire, puis sa collaboratrice, Mme Beaulieu. Alors, merci beaucoup de cette invitation. Puis je salue tous les participantes et les participants parce qu'à mon tour de vous dire que je suis ravie de pouvoir participer à cet important lancement. Le livre blanc, ça a été dit par les personnes avant moi, c'est vraiment une avancée pour améliorer la qualité de la formation du personnel de la santé. Puis, on parle d'améliorer la qualité de la formation, mais on veut aller plus loin parce que ce qu'on veut, c'est faciliter la capacité d'enseignement des personnes qui font cette formation-là. Puis, éventuellement, tout ça va mener, c'est ce à quoi on croit, à une amélioration de la qualité des soins à la population. Moi, je me sens doublement interpellée aujourd'hui par cette annonce-là, puis ce lancement-là, parce que oui, je porte le titre de vice-rectrice aux études et aux affaires étudiantes, mais je suis spécifiquement responsable de tout le volet santé à l'Université Laval. Alors, c'est un sujet qui me touche particulièrement. Puis moi, d'entrée de jeu, j'ai le goût de vous partager un petit passage tout de suite du livre blanc parce que ça décrit bien la nécessité qu'on a d'adopter des pratiques pédagogiques innovantes. Alors, je cite là, juste une phrase du livre. On dit « Le rythme rapide et continu de l'évolution des connaissances et des innovations, notamment les innovations technologiques, ça raccourcit le cycle de maintien des compétences. » Alors, on voit bien qu'il faut constamment innover dans nos pratiques pédagogiques, puis que ça prend toute son importance maintenant, puis pour le futur.
dans nos universités, que ce soit à l'Université Laval ou ailleurs, on répond déjà à cette réalité-là parce qu'on utilise des méthodes d'enseignement, des outils technopédagogiques qui sont modernes. Mais on est convaincu qu'il faut vraiment mettre beaucoup d'efforts pour poursuivre cette innovation puis anticiper les besoins futurs. Les solutions qui sont proposées dans le livre blanc vont certainement contribuer au développement sociétal, au développement technologique. Ça nous permet de faire un pas de plus, ça nous permet d'agir pour avoir plus d'impact, notamment dans nos soins de santé, puis contribuer à les améliorer. Tout ça, ça me parle beaucoup parce que je me permets quelques minutes pour vous dire qu'à l'Université Laval, on déploie présentement un plan d'action institutionnel où est-ce qu'on parle de l'importance de cet impact-là. Puis nous, on l'a structuré autour de 6 grands chantiers qu'on dit transformateurs parce qu'on sait bien qu'on on a un rôle à jouer dans nos établissements d'enseignement pour faire en sorte que les personnes qu'on forme soient en mesure de relever tous les défis émergents. L'un d'eux, on dit, ce sont les études tout au long de la vie. Alors, plus que jamais, on en parle que la formation, c'est l'affaire de toute une vie et pas juste dans la portion initiale de notre parcours professionnel. On veut valoriser le pouvoir de l'enseignement. Nos universités, elles ont un rôle central à jouer pour faire du Québec une société apprenante. Puis comme institution d'enseignement supérieur, on veut vraiment faciliter ça, on veut permettre ça pour toutes les personnes qui veulent continuer à se former. Mais pour ça, il faut vraiment avoir une vision décloisonnée de la formation. Puis je trouve que c'est précisément ça qu'on fait aujourd'hui par ce lancement, puis dans la démarche que vous avez faite. Vous travaillez ici avec le milieu du travail à développer des modèles de formation qui sont plus hybrides, plus flexibles aussi et plus adaptés aux nouvelles réalités. Alors, c'est vraiment, vous, Madame Nafi, vos partenaires, c'est le chemin que vous avez emprunté. Vous avez vraiment le souci de développer des solutions avec vos collaborateurs, puis avec toutes les personnes qui sont impliquées, le personnel terrain, je vais dire ça comme ça, pour que tout ça ait vraiment du sens puis puisse avoir un impact réel. Je tiens à remercier, moi, toutes les personnes, les organisations qui rendent le projet possible. Alors, à mon tour de dire merci au ministère de l'Économie, de l'Innovation, de l'Énergie pour votre participation financière. Madame Nafi et sa partenaire de recherche, Madame Beaulieu, qui est directrice de la Direction de l'enseignement et de l'Académie du CHUL, et évidemment, l'OBIA, donc l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique, qui est hôte de ce lancement. Bon lancement à tout le monde. Merci beaucoup, Madame Bergeron. C'est très gentil. Madame Langlois, c'est à vous. Pour terminer, je vais quand même être bref parce qu'il y a beaucoup de propos qui ont été dits qui rejoignent, si on veut, en tout cas, du moins, je partage ces commentaires-là, puis je pense qu'on veut plus discuter des solutions. Alors, je salue vraiment Monsieur Gervais, merci beaucoup d'avoir soutenu cette formation-là qui est quand même assez importante pour l'Observatoire, parce que l'Observatoire, toute démarche scientifique qui repose sur des méthodes collaboratives, ça s'inscrit dans nos valeurs. Pour nous, c'est très, très, très important. On croit énormément aux compétences et à la capacité des gens et par le biais d'un encadrement scientifique proposé par Nadia et son équipe, pour nous, on soutient à 100% ce type d'initiative. Donc, bravo vraiment à l'équipe. Ce que j'aime dans ce rapport-là, et je trouve que ça rejoint en même temps la grande consultation publique qu'on vient d'avoir avec le Conseil d'innovation du Québec, parce qu'un des éléments qui ressortait de cette consultation-là, c'était formation, 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 littératie numérique. Alors, le livre blanc qui est proposé ce matin est carrément une solution importante et une réponse importante dans ce besoin-là qui avait été énuméré par plusieurs participants au cours du vaste processus de consultation. Ce que j'aime aussi dans ce livre blanc-là, qui m'a beaucoup plu, c'est que ça s'inscrit carrément aussi dans l'axe éducation et capacitation, qui vise à mettre les gens en capacité d'agir et de redonner ce pouvoir d'agir-là grâce aux moyens technologiques. Et l'autre aspect qui m'a
particulièrement frappée, c'est le fait que ça s'inscrit dans un modèle d'organisation apprenante. Parce que Mme Bergeron l'a souligné par la citation qu'elle a soulevée, on est dans un modèle, il faut être agile. Les applications évoluent rapidement, on veut mettre les gens en capacité. Donc, il faut changer notre modèle organisationnel. Puis, on voit comme trame de fond que ce rapport est vraiment et propose un modèle d'organisation apprenante qui est très, très riche et très intéressant. Donc, je m'arrête ici. On est très fiers de soutenir Nadia et son équipe dans ce projet parce que ça outille nos professionnels, ça s'inscrit dans notre mission. Puis, je ne peux que vous souhaiter un bel échange et vraiment, là, j'espère que toutes ces nombreuses solutions-là qui ont été proposées, quand même, il y en a 157, 175 solutions, pardon. Je me dis, il y a du pain sur la planche, puis pour plusieurs années, on a un canevas, là, un plan, si on veut, de formation impeccable là-dessus. Donc, merci à toute l'équipe. Merci beaucoup, Lise. Merci à nos invités distingués. J'espère que vous allez rester avec nous pour la présentation qui s'en vient parce qu'on aimerait avoir aussi vos commentaires après le partage de nos résultats. Donc, ce qu'on va faire là, présentement, je vais partager mon écran. Nathalie et puis Julie vont présenter les résultats. Je vais suivre aussi. Puis après, on va se revoir pour recevoir vos questions concernant les partages qu'on va faire et puis les résultats qu'on va faire. Donc, Nathalie, c'est à toi. Parfait. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui avec nous. Je me présente, Nathalie Beaulieu, directrice de l'enseignement et de l'Académie au CHUM, chercheuse professionnelle de la santé au CRCHUM et également fondatrice de l'École de l'intelligence artificielle en santé. Nadia et moi, ainsi que Julie, que je vous présenterai tout à l'heure, on est toutes les deux très enthousiastes à l'idée de vous partager les résultats issus de notre analyse des besoins des enseignants en milieu de travail. D'ailleurs, nous les avons nommés PRF pour professionnels ayant des responsabilités de formation. Et c'est l'acronyme que je vais utiliser pour le reste de la présentation. Donc, nous allons d'abord aborder le contexte de notre analyse, les questions qui ont habité notre réflexion, évidemment notre méthodologie, les résultats et les solutions identifiées pour terminer par la suite avec les prochaines étapes. À la suite de quoi, un panel d'experts et de représentants du milieu du travail de la santé sera amené à bonifier finalement la réflexion sur comment naviguer dans la transformation numérique en santé en développant les PRF. Donc, tel que mentionné par M. Abergel et repris par quelques personnes au début de notre présentation, le développement rapide de l'intelligence artificielle et des technologies numériques ont des impacts sur le cycle de maintien des compétences. Et le rôle des PRF est crucial dans ce contexte. Ces mêmes PRF représentent des leviers vraiment importants pour transformer les pratiques. Par ailleurs, ils vont vivre, et ils vivent même déjà actuellement, des bouleversements majeurs dus à la transformation numérique, puis je dirais à 3 niveaux. Premièrement, les professionnels, premièrement, les programmes, qu'ils enseignent vont changer, tant dans le contenu que dans les compétences à enseigner. Ils vont devoir notamment y introduire l'enseignement de l'intelligence artificielle et du numérique. Deuxièmement, les méthodes et les outils de formation seront modifiés pour y intégrer des outils numériques permettant de mieux analyser, personnaliser et optimiser les apprentissages. Et troisièmement, leur rôle comme formateur, mais également comme professionnel de la santé, vont se transforment pour accélérer le transfert des apprentissages et répondre aux besoins des apprenants qu'ils desservent et, in fine, aux besoins des patients. Donc, 3 transformations en même temps. Et pour nous, ça explique pourquoi il devient impératif de bien les soutenir. Donc, la collaboration entre Nadia et moi a pris racine dans ce contexte.
Donc, pour vous donner un peu une vue macro, comme je pourrais dire, qui sont les PRF au CHUM? Bien, ils sont, en fait, ça inclut des médecins, des infirmières, des technologues, des pédagogues, chercheurs, gestionnaires et même des patients partenaires. Les PRF du CHUM sont des passionnés par l'intégration des connaissances dans la pratique, garantissant ainsi que les soins et services de santé se basent vraiment sur les connaissances les plus à jour. Ils déploient leur savoir-faire quotidiennement sur les 3 quarts de travail, 365 jours par année, de manière décentralisée et j'oserais même dire hétérogène. Peu d'entre eux ont une formation académique initiale en andragogie. Donc, il y a certains, oui, mais d'autres, non. Ils enseignent soit à la relève en santé ou à leur pairs. Puis, on dénombre au minimum un PRF par service, donc plus ou moins un minimum de 400 PRF au CHUM. Par ailleurs, vous aurez compris avec la description que je vous ai nommée que toute la communauté du CHUM a le potentiel d'être un PRF. Donc, dans le contexte que je vous expliquais de la triple transformation que les PRF vivent et surtout de la diversité des PRF, notre projet visait à analyser leurs besoins, de sorte à comprendre leur réalité. On s'est questionné sur comment habiliter les PRF à développer les compétences du futur en santé et comment les outiller à mieux former avec, à travers et sur l'intelligence artificielle. Donc, pour répondre à cette question, on a mis en place, Nadia et moi, une équipe vraiment interdisciplinaire provenant de l'éducation, du génie, du design, de la gestion de l'innovation, de la psychologie organisationnelle, de la santé et bien plus. On a été bien riche dans la complémentarité de l'équipe. Maintenant, quant à la méthodologie, je dirais qu'elle a été marquée par 6 grands jalons. Premièrement, bien sûr, une revue de littérature exhaustive. Deuxièmement, une analyse de besoins, donc une collecte de besoins sous 3 formes. Sondage, groupe de discussion, entrevue individuelle, pardon. Et au total, c'est plus de 200 PRF de tout horizon qui ont contribué à la collecte des besoins. Par la suite, toutes les données ont été analysées selon des méthodes quantitatives et qualitatives rigoureuses. Une fois que les besoins ont été analysés, on a fait le choix, à un moment donné, de se dire, bien, on souhaite répondre en priorité aux PRF, aux besoins des PRF cliniques, donc ceux qui sont plus en interface avec les patients, parce que leurs besoins étaient plus criants et importants. Puis, on souhaitait vraiment avoir une intervention qui aurait le plus grand impact possible. Quatrième jalon, je dirais, de notre démarche, on a eu des ateliers d'idéation pour identifier des solutions pour répondre aux besoins qu'on a collectés avec 18 experts en apprentissage du CHUM, mais également de l'extérieur du CHUM. Puis, on a priorisé les solutions en fonction de l'efficacité, de l'efficience, de l'impact potentiel de ces solutions-là, tout en considérant la faisabilité. Donc, les prochaines diapositives vont présenter les résultats de l'analyse des besoins et les solutions qui ont été retenues et en cours d'implantation. Donc, pour ce faire, je vais inviter Julie Grégoire, collaboratrice hors pair sur ce projet. Julie, elle est psychologue organisationnelle et conseillère senior en apprentissage à la direction de l'enseignement et de l'Académie du CHUM. Donc, je te laisse la parole, Julie. Alors, bonjour tout le monde. Moi, je vais poursuivre avec les besoins. Vous allez voir, c'est très riche. Qu'est-ce qui a émergé de nos collectes de données. Donc, on va regarder on les a appelés nos clés de succès, là, mais ce sont les leviers ou les facteurs capacitants qui font en sorte que dans leur rôle de PRF, ça devient des facteurs qui vont les aider. Donc, je commence avec, il y a une première portion dans leur rôle. Ensuite, on va regarder au niveau du développement professionnel continu. Puis aussi, on va se pencher sur leurs apprenants dans leur groupe.
quoi les ingrédients essentiels qui font une différence au niveau de leurs apprenants. Je commence avec leur rôle. Donc, qu'est-ce qui vient les soutenir ou qui est un facteur qui les aide dans leur rôle? Mais d'abord, évidemment, il y a l'environnement qui vient jouer un rôle important, donc le soutien qui est constructif et persistant à tous les niveaux de l'organisation. Là, on parle organisationnel au niveau de nos gestionnaires, au niveau de leurs équipes. Puis un soutien de logistique aussi, parce que les PRF ont un rôle très complexe à niveau du contenu, mais aussi à tout organiser leur formation à travers leurs activités professionnelles, que ce soit réservation des salles et tout ça. Donc, le soutien est un facteur émergent. L'accès équitable aux technologies, on le retient aussi comme un élément important. Ça peut être variable entre les groupes, l'accès au centre de simulation, de connaître où sont les ressources. Donc, cet accès-là est un élément important. Le temps alloué à ce rôle, c'est un élément crucial qui est ressorti. Donc, d'avoir un temps protégé au-delà de leurs activités cliniques, consacré à leur formation. Et je dirais le décloisonnement des activités des PRF puis l'accès à l'information entre les services. Donc, il y a des belles choses qui se passent dans différents secteurs. Comment on peut décloisonner et peut-être amener de la synergie entre les ressources en pédagogie. Ça, c'était pour leur rôle. Donc, on va plonger maintenant au niveau de leur développement professionnel continu. Donc, quels sont les facteurs facilitants ici? On voit le temps alloué, encore une fois, qui ressort, l'accès à la formation aux technologies. Donc, l'aspect technologique est ressorti important. Quelles sont les nouvelles approches en réalité virtuelle, les simulations et tout ça, donc que ça soit accessible sur le plan technologique, mais aussi andragogique, donc la connaissance des approches andragogiques. Puis, on a souhaité des parcours de formation qui sont vraiment dédiés à la formation ou au parcours en pédagogie. Le dernier facteur, c'était le partage des connaissances et l'accès à de l'information synthétisée pour que ce soit des veilles ou autres informations pour leur faciliter le travail parce qu'ils sont submergés d'informations. Le prochain clé de succès, on s'est penché sur leurs apprenants. Donc, de l'autre côté, eux aussi, il faut les aider si on veut que le duo fonctionne bien. Donc, évidemment, la culture d'apprentissage est ressortie. On a parlé tout à l'heure de la culture apprenante, mais tout ce qui est le droit à l'erreur, de pouvoir tirer apprentissage de nos erreurs, d'apprendre dans un climat positif de façon continue. Des ingrédients aussi, c'était au niveau des approches, leurs modalités et le fait qu'on puisse consacrer du temps à leur amélioration continue, de pouvoir également être plus en mesure d'évaluer les formations au terme de leur formation, de savoir l'impact de ce qui de la part de leurs apprenants, l'impact de leurs interventions. La promotion de la formation, ce serait un élément aussi important à savoir. Des fois, on ne sait pas comment on peut faire connaître nos formations, comment on peut savoir ce qui existe. Donc, nous, on a retenu ça, c'est un élément important au niveau de l'accessibilité à l'information. Et au niveau de la bienveillance envers les apprenants, c'est un facteur assez qui ressortait chez nos PRF en disant c'est important de pouvoir garder une approche bienveillante pour que les apprenants soient dans un climat de sécurité d'apprentissage. Maintenant, on a regardé ce qui est ressorti au niveau des besoins, mais qu'est-ce qui est ressorti au niveau de leurs attentes? Donc ça nous a beaucoup guidés pour dire à quoi va ressembler la solution à la fin. Donc, on a fait ressortir des attentes qui étaient spécifiques. On en a 4 catégories, donc les compétences clés, les connaissances souhaitées, les approches attendues, comment ils souhaitent apprendre, puis les stratégies et actions de soutien qu'ils souhaitaient. Au niveau des compétences, on les a mis en rafale ici, mais je vous dirais que c'était assez variable. On a reçu beaucoup d'informations, beaucoup de besoins, donc ça peut se retrouver à des éléments plus techniques ou des éléments relationnels. Vous allez voir, on a des compétences communicationnelles, mais aussi technologiques. On a l'importance de la créativité et de connaître c'est quoi les dernières approches pédagogiques.
le pouvoir s'adapter à son travail et de pouvoir mettre à jour en continu leur expertise, de bien connaître c'est quoi les méthodes d'enseignement, que ce soit des méthodes interactives, comment varier leurs approches. Comment faire un suivi après la formation qui est donnée, qu'est-ce qu'on fait après, comment on peut suivre nos groupes au niveau de leur processus d'apprentissage. Il y en a qui voulaient apprendre des éléments sur le leadership pour jouer un rôle plus important de formateur, puis on nous a dit aussi qu'ils souhaitaient des éléments par rapport à la rigueur, la connaissance scientifique, les données probantes. Donc, on vous a donné ces éléments-là. Il y a beaucoup quand même d'éléments qui sont ressortis. Aussi, on a parlé des contenus de rêve avec eux, peut-être les connaissances qu'ils souhaitaient acquérir. Il y a des connaissances qui sont de plus techniques, telles que ça peut être les outils de conception pédagogique, c'est quoi les nouvelles technologies innovantes qui émergent, comment on peut les intégrer, quelles sont les connaissances aussi de base en andragogie, les processus d'analyse des besoins, des standards au niveau de l'andragogie, les connaissances spécifiques au secteur aussi. Notre secteur est en pleine transformation, donc la littératie en santé, ils souhaitent aussi en apprendre plus, l'impact de l'environnement sur la santé, donc des thématiques de cette nature. Donc, vous voyez, ça touche des éléments très vastes que nous, on garde en tête pour la suite. Maintenant, on disait comment ils souhaitent apprendre. Donc, c'est quoi au niveau de leur développement professionnel continu? À quoi ils s'attendent? Peut-être d'établir le niveau de connaissances prérequis pour suivre leur développement professionnel continu. Y a-t-il des niveaux avancés? Savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin, comment ils peuvent un peu structurer leur parcours. D'établir, de pouvoir adapter les formations aux besoins actuels, de pouvoir être dans un contexte d'expérience plus immersive qui favorise la réflexivité, qu'on puisse réfléchir, se questionner. Ils souhaitent définitivement inclure les patients partenaires et l'accompagnement dans leur processus, des ressources et de la personnalisation peut-être au niveau des outils possibles dans leur processus de travail de l'intelligence artificielle. Donc, il y avait un intérêt par rapport à ça. Les modules de formation communs, est-ce qu'il y a une base qu'on pourrait aller chercher pour les débutants? Donc, ça, c'est un autre élément. Et l'amélioration de la qualité de la pertinence de l'apprentissage. On nous a mentionné aussi l'importance, par exemple, de l'accompagnement direct lorsqu'ils préparent leur formation. Et il y a des éléments qu'on a vus également qui étaient plus des soutiens, je vous dirais, des soutiens qu'on peut, comme direction de l'enseignement, comme organisation aussi, amener, autre que leur développement professionnel continu, qui était de leur offrir peut-être de l'accompagnement par des coachs, des experts qui peuvent les guider, leur donner de la rétroaction, des mentors. Pouvoir favoriser l'interactivité, l'immersion des groupes apprenants, plus de collaboration interprofessionnelle, donc de favoriser des interactions, donc les apprenants de les mettre ensemble, la reconnaissance de leur rôle aussi, de leur contribution dans l'organisation, puis d'avoir peut-être, on a parlé que ce soit en temps dédié, mais reconnaître la fonction importante qu'ils jouent au sein du CHUM. L'accessibilité aux ressources. On nous a parlé de ça, puis on est en action également, là, mais c'est de voir, bon, mais comment on peut, la réservation des locaux, comment on peut donner accès davantage. Donc ça, c'est des éléments logistiques qui ressortent aussi, qui pourraient les aider à jouer un rôle plus important encore. Le développement des compétences spécifiques, puis de pouvoir également assurer un leadership avec eux, de leur donner un sens de communauté PRF, puis de pouvoir s'adapter aux besoins. Donc, comme je vous ai dit, ça donne de vastes besoins. Les besoins sont grands à différents niveaux. On va regarder la suite, comment on a répondu à ces besoins-là. Merci, Julie. Je reprends la balle au bon. Ayant tout ça en tête, tous ces besoins-là,
Par la suite, comme je vous disais tout à l'heure, on a eu des séances d'idéation pour identifier des solutions pour y répondre. Honnêtement, on a été vraiment surpris du nombre de solutions en très peu de séances qu'on a eues. On est parti de 175 solutions de tout type pour répondre aux besoins et on a dû prioriser, bien entendu. Donc, de 175, on a divisé, on a fait un entonnoir, on est tombé à 10. On s'est vraiment forcé. Par la suite, de 10, on est passé à 6, de 6 à 2. Ce qu'on va vous apprête à vous présenter aujourd'hui, c'est les 2 solutions qu'on a développées et qui sont débutées, puis qu'il y aura finalement, notre projet de recherche se poursuit là, pour évaluer les retombées de l'implantation de ces 2 solutions-là. Par ailleurs, je vous dirais, restez à l'affût parce qu'on a d'autres solutions qui sont à venir, comme par exemple, peut-être pour en nommer que 2 là, ici sur la diapositive, on nous demandait là, d'aller plus à la rencontre des PRF, c'est-à-dire, ils nous disaient, on a très peu de temps. Il y a vraiment des enjeux de temps pour se développer et ce qu'on nous disait, c'est venez à notre rencontre au lieu que nous, on se déplace pour aller au centre d'apprentissage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un centre d'apprentissage et de simulation au CHUM qui est juste qui fait partie de l'hôpital, mais même le fait de se déplacer vers le centre d'apprentissage, c'était trop long pour eux. Donc, on s'est dit, bon, on va mettre sur pied un salon mobile 24/7 qui permettra d'aller à la rencontre des PRF du terrain et de se mettre dans une perspective, une approche davantage just in time, puis in the flow of work. Donc, ça, c'est une des solutions qui est à venir. Une deuxième solution, on souhaite implanter les badges qu'on a appelés. On va trouver un meilleur mot, mais bon, parce qu'il est critique pour nous de valoriser le travail énorme que font les PRF, de les encourager et de les rendre visibles aux yeux de leurs pairs. Donc, toutes sortes d'autres solutions à venir. À ce point-ci, je laisserai Nadia naviguer dans notre site web où on a déposé les différentes solutions qui ont été développées. Oui, donc je prends la relève. Merci beaucoup Nathalie et puis Julie pour ce partage. Donc comme Nathalie vous a dit, là on a dû choisir par quoi commencer et puis pour faciliter puis voir quelle solution va avoir le plus d'impact le plus rapidement possible, on a décidé de prendre la première chose qui est la boîte à outils que l'équipe de la DEAC a nommée Prêt à former, qui était super, c'était un titre super intéressant. Donc on a essayé d'aller chercher de l'information qu'on a packagé pour les PRF avec une campagne de vidéo. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est vraiment aller chercher de l'information, les packager pour que ça soit accessible à nos PRF. Et puis, du fait, là, vous voyez dans ce que je vais vous montrer rapidement, donc à partir du site du CHUM et puis la partie enseignement et académie, on a formé au CHUM et puis à partir de ça, on a la présentation du projet, mais aussi on a le livre blanc qui existe présentement dans cette section-là. Mais là, il refuse d'ouvrir pour une raison ou une autre. Mais c'est pas grave, croyez-moi, il est là. J'ai testé tantôt et puis ça marchait. C'est juste que peut-être la connexion maintenant ne me le laisse pas l'ouvrir. Prêt à former, ça contient des fiches concernant, comme Julie vous disait tantôt, qu'ils avaient besoin d'avoir accès à plus d'informations concernant les technologies émergentes, puis comment aborder les outils IA. Donc, on a créé des fiches spécifiques pour les PRF résumées, que je vais vous montrer tantôt un exemple, et puis on les a divisées en traitement texte, d'image, d'audio, de vidéo, mais aussi dans Drago avec l'IA et aussi des vidéos qui sont adressées aux PRF. Donc, je vais vous partager très rapidement parce que je vois le temps courir et puis moi, j'ai promis de garder du temps pour les questions. Donc, je vais vous montrer une vidéo, juste exemple, qu'on va partager avec... Dans un monde de soins de santé toujours plus complexe, comment assurer un apprentissage personnalisé et adapté à chaque personne professionnelle? L'intelligence artificielle permet une expérience d'apprentissage sur mesure en analysant les interactions et les résultats des personnes apprenantes et en adaptant les contenus de formation en conséquence. Imaginez des rétroactions instantanées et des parcours qui évoluent en temps réel selon les compétences et les besoins individuels. Tout ça pour offrir de meilleurs soins et services.
Des outils analytiques avancés offrent des aperçus personnalisés permettant une adaptation pédagogique précise pour chaque individu. Avec une attention rigoureuse portée à l'éthique et à la sécurité, nous devons nous assurer de la qualité et du chiffrement des données, que les biais sont évités et que l'accès est équitable pour chacun et chacune. L'intelligence artificielle jouera un rôle important dans l'avenir de l'éducation dans le domaine de la santé. l'IA ne remplace pas l'humain, elle facilite et automatise ses tâches au même titre que l'ordinateur. Les défis demeurent. Comment évaluer l'impact sur les soins? Comment faire évoluer ces outils au même rythme que les avancées scientifiques? Nous vous invitons à explorer un avenir où le parcours d'éducation en santé sera unique pour chaque personne apprenante. Rejoignez-nous pour façonner l'avenir de l'apprentissage en santé et créer de la valeur par l'enseignement pour toutes et pour tous. Ensemble, nous engendrerons des impacts positifs pour la société, la population, la patientèle, les équipes et nos partenaires. Visitez la boîte à outils prête à former de l'ADA pour découvrir diverses manières de personnaliser l'apprentissage en milieu médical grâce à l'IA générative. Donc, très rapidement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer des vidéos à chaque semaine au groupe des PRF avec une fiche qui va les accompagner les vidéos. Donc, par exemple, là, je vous montre une fiche qui est focusée sur Andrago IA. Donc, découvrons comment l'intelligence artificielle révolutionne la personnalisation des apprentissages. Et puis, on se base sur les théories de l'apprentissage, mais aussi avec des réflexions à propos de ces théories et puis concrètement sur le terrain, comment ces approches-là peuvent être créées, puis adaptées, puis appuyées. Mais aussi, on a des applications, encore des exemples de terrain, de comment la personnalisation se fait à travers l'intelligence artificielle, et puis aussi des questions, des réflexions et la question, bien sûr, éthique et sécurité de ces approches-là. Un autre exemple, c'est l'exemple d'outils en IA, comme par exemple Perplexity. Et puis, quand on a des outils en IA aussi, on voulait présenter et puis sensibiliser, puis aussi comme donner une accessibilité au PRF de ces outils-là. Donc, on présente l'outil avec ses possibilités, des outils comparables pour aller explorer, des recommandations, parce qu'on a eu toute l'équipe que Nathalie vous a présentée à expérimenter avec ces outils avant de les présenter. Les points de vigilance, bien sûr, et aussi toute la question éthique qu'on doit prendre en considération quand on travaille avec des outils IA. Donc, on a essayé de faire, je vais arrêter mon partage d'écran. Ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment aller chercher expérimenter avec les outils, vraiment tester les choses et puis s'assurer que quand on amène nos outils au client et puis on les présente à nos PRF, on ne les amène pas juste pour dire « Oh, c'est super intéressant, allez expérimenter ça », mais aussi il y a toute la question de la vigilance et puis toute la question éthique qui amène avec. Donc, on a amené vraiment les deux côtés pour s'assurer de les appuyer puis de les accompagner dans ceci. Donc, très rapidement, ce qui s'en vient pour l'hiver, on va tester nos outils. Donc aujourd'hui, comme Nathalie a dit, on a choisi juste deux solutions. On va les tester durant l'hiver et puis à la fin, on va venir avec les analyses qu'on va aussi partager avec vous. Je vais m'arrêter ici parce que je regarde, il me reste 6 minutes. Donc, je vais tout d'abord demander à nos invités, est-ce que vous avez des commentaires? Est-ce que vous avez des réflexions que vous voulez partager avec nous pendant que moi, je pars et puis je check les questions qui ont été posées? Donc, on est correct. Donc, je vais aller voir. Oui. Donc, Joanne, est-ce que cette présentation sera disponible? Absolument. Pierre-Alexandre, concernant la méthodologie de design de résolution de problèmes, est-ce que vous avez utilisé une méthode précise? Par exemple, du design thinking, de human-centered design ou une approche Living Lab qui était responsable de la priorisation des solutions, l'équipe de recherche ou les PRF? Absolument. Julie, est-ce que tu as envie de partager? Parce que tu pilotais et puis tu gardais aussi toute la gestion du processus de sélection. Oui, effectivement, on était vraiment dans des approches de co-création ici. On est allé utiliser différentes méthodologies de recherche qualitative, quantitative également. Puis, on était au cœur, dans la solution était désignée, dans le fond, tous nos participants à chacune des étapes, que ce soit en atelier de co-construction, en analyse de besoins, l'ensemble des exercices qui ont été faits ont été faits
pour qu'ils soient partie prenante de la méthodologie. Absolument. Et puis, on a adopté toute la question, toute l'approche de design thinking et puis toute la co-construction des solutions ensemble avec les différentes équipes pour s'assurer que, comme Nathalie le disait, ça venait du terrain, ça venait des experts, il y avait vraiment comme toute une réflexion. Et puis, quand on est venu à l'étape de choisir, je vois Nathalie, mais je vais te donner la parole, Nathalie, si tu as envie je continue, OK. Donc, on voulait vraiment s'assurer du fait qu'il y a eu beaucoup de solutions et puis on voulait absolument répondre le plus rapidement possible à nos PRF et puis les personnes qui ont participé au sondage et puis ont participé vraiment dans les rencontres et puis qui avaient un besoin criant. On voulait absolument les servir et puis vraiment leur démontrer qu'on est là pour les accompagner. Donc, on a choisi des solutions qui vont être efficaces et puis efficientes, donc rapides à produire, mais en même temps qu'ils vont avoir un impact aussi rapide auprès de ces personnes-là où elles vont pouvoir immédiatement vraiment mettre en pratique des éléments qu'elles avaient besoin. Donc, toute la question de, OK, quels sont les outils IA qu'on peut utiliser dans la création de nos formations, bien de nous accompagner dans nos évaluations. Là, on a focusé sur ça, mais aussi toute la question de la personnalisation, mais ils étaient aussi très, comme le côté éthique aussi, on l'a amené. Donc, on a essayé de faire de sorte qu'on met entre leurs mains, on fait la recherche, on fait les tests pour qu'ils ne passent pas du temps à faire ceci. Donc, on a tout fait pour ces personnes-là, on les packagé et puis on les a donnés. Puis là, on va tester, comme je vous ai dit, durant l'hiver, ces solutions-là pour venir après. Donc, il y a eu toute cette réflexion qui a été faite pour s'assurer qu'on va commencer par quelque chose qui va donner le plus rapidement un impact et puis après construire par-dessus. Je vois, est-ce qu'il y a autre question? Non, il me reste un tout dernier 2 minutes, alors je veux m'assurer de ne pas aller plus long dans la présentation. Nathalie, Julie, est-ce que vous voulez dire un dernier mot avant que je passe aux remerciements? Non, ça va, mais je vois qu'il y a d'autres questions. Peut-être que, étant donné qu'on a le nom des personnes, on pourra se permettre de répondre directement après la présentation d'aujourd'hui, là. Parfait. C'est bon? Parfait. Oui, on va prendre ça on va prendre ça dans la liste. Super. Donc, je veux remercier tout le monde. Donc, merci à toutes et à tous nos invités pour leur monde passionnant et éclairant et notre chère audience, bien sûr, pour vos questions. Donc, oui, on va absolument prendre les questions et puis on a vos noms, donc on va pouvoir vous répondre. Et puis, l'autre chose, c'est que on est sur LinkedIn, vous avez nos courriels, donc n'hésitez pas parce que le but vraiment de ce travail-là, le but de cette journée, de ce lancement, le but de tout ce qu'on partage en ligne, c'est vraiment de connecter avec vous et puis pouvoir réfléchir ensemble à ce qui s'en vient. Donc, vraiment là, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez d'autres questions et puis vous voulez aussi collaborer, pousser plus loin, ainsi de suite. Donc là, on va on va prendre une courte pause et puis je vais vous inviter à nous rejoindre à 10 heures pour la table ronde Naviguer dans la transformation numérique en santé, capaciter les professionnels responsables de formation. Donc, merci beaucoup et puis on se revoit dans 10 minutes. Donc, il est 10 heures, je vais me lancer. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette table ronde interdisciplinaire intitulée Naviguer dans la transformation numérique en santé, capaciter les professionnels responsables de la formation. Nous sommes privilégiés aujourd'hui d'accueillir des panélistes éminents, leaders dans leur domaine, pour explorer un sujet d'une importance capitale dans le monde de la santé. Notre discussion se penchera sur le rôle essentiel, bien que souvent sous-estimé, des professionnels responsables de la formation en santé dans le cadre de la transformation numérique. Nous aborderons des défis spécifiques rencontrés par ces acteurs clés, ainsi que des solutions innovantes, des stratégies novatrices et des projets pionniers visant à établir une synergie efficace entre les différents intervenants du secteur de la santé. Je suis très honorée de vous présenter nos panélistes distingués. Madame Anne-Louise Davidson, directrice du laboratoire de l'innovation de l'Université Concordia et titulaire de la chaire de recherche Concordia sur la culture maker. Madame Marie-Pierre Gagnon, titulaire de la chaire de recherche du Canada en technologie et pratique en santé, et puis ma collègue à l'Université Laval. Dr Anne Tang, qui est chercheur au CRCHUM et professeur titulaire au département de radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire de l'Université de Montréal. Monsieur Martin Reed, expert et coordinateur
coordonnateur gestion clinico-administrative au Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Madame Tania Sauber, fondatrice et titulaire de la chaire BMO en diversité et gouvernance de l'Université de Montréal. Et Madame Phébé Gagnon-Courville, conseillère cadre en soins spécialisée à la transformation infirmière ou en ambulatoire au CHUM. Donc, vous voyez, là, on a un panel bien riche. Je vous encourage à utiliser, comme on a fait avant, la fonction de clavardage pour poser vos questions entre vous. Mais pour poser les questions, c'est vraiment dans la section questions et réponses, en précisant le nom du panéliste concerné, s'il vous plaît. Cela va nous aider à gérer efficacement les questions. Un petit rappel, notre rencontre est enregistrée, elle va être disponible sur les réseaux sociaux dans les jours à venir. Donc, avant de se lancer, je vais juste dire un petit mot, un grand merci à Tania Sava qui est avec nous aujourd'hui. Elle a un problème avec sa voix, là, je sais, mais malgré ça, elle va être avec nous et puis elle va essayer de son possible de partager ses innovations et puis ses idées. Donc, merci beaucoup, Tania, d'être présente. J'apprécie énormément. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à nos panélistes. Donc, un après l'autre, je vais leur demander de dire un premier deux minutes ceux qui ont envie de partager avec nous autour de la thématique. Et puis après, Nathalie et moi, on va passer à des questions beaucoup plus spécifiques et plus centrées, puis focus. Alors, on va commencer par Anne-Louise. Anne-Louise, à toi la parole. Oui, bonjour, merci Nadia. Donc, j'aimerais vous partager quelques réflexions en tant que directrice d'un laboratoire d'innovation universitaire. Donc, c'est de cette posture-là que je prends la parole aujourd'hui. Lorsqu'on parle d'innovation dans l'apprentissage en milieu de travail, il faut penser à se tenir à jour parce qu'il y a une accélération des savoirs extraordinaire. Il y a l'évolution rapide des contextes sociétaux et technologiques avec lesquels on est aux prises lors de la 4e révolution industrielle. Et il faut aussi penser à se former aux nouveaux outils tels que l'IA, ce qui est un peu plus intimidant que d'apprendre à utiliser un iPad, par exemple. Donc, je répète des choses qui ont déjà été dites, mais il faut quand même penser que c'est un contexte. Pour des apprenants qui sont déjà des professionnels chevronnés en milieu hospitalier, dans le milieu de la santé, la réinvention de l'apprentissage signifie d'accueillir des approches pédagogiques dynamiques. Donc, on parle de l'apprentissage par le cas, l'apprentissage par le défi, l'apprentissage collaboratif, les hackathons, par exemple, ou les idéathons, la simulation, la réalité virtuelle, etc. Ça signifie également de favoriser une culture d'apprentissage continu qui intègre la formation dans le quotidien professionnel. Et puis là, j'aimerais amener 2 points. Souvent, quand on compte le nombre de personnes qui font de la formation ou qui font de l'innovation, on parle d'un certain nombre qui est énorme. Quand j'arrive sur le terrain, puis je regarde, puis je parle vraiment aux gens, ce qu'ils sont en train de faire, ils me disent qu'ils ont 1 heure ou 2 heures par semaine. Donc, il faut diviser la force de travail par 20 ou par 40. Pour chaque personne qui travaille 1 heure par semaine, c'est 1 sur 40. Donc, c'est plus vraiment le même dossier quand on regarde ça comme ça. L'autre question l'autre point que j'aimerais amener ce matin, c'est que je me pose la question, parce que je regarde Olivier Leblanc, et je me dis, si seulement le CHUM savait ce que le CHUM sait. Puis ce que je veux dire par là, c'est si seulement l'administration de l'hôpital savait ce que la connaissance collective des gens qui sont sur le terrain contient. C'est un grand désir, je pense. J'imagine que vous avez fait un très gros travail de débroussaillage, mais il y a encore beaucoup plus à aller chercher là-dessus. Donc, quand je pense à l'innovation en enseignement et en apprentissage, ça implique certainement de repenser des programmes pour aligner les besoins émergents dans le secteur de la santé, mais il y a aussi qu'il faut penser à accompagner le personnel dans la transformation de ces pratiques-là. Il faut aussi explorer des nouveaux partenariats novateurs avec l'industrie pour tirer parti des avancées technologiques. Donc, c'est de créer des expériences d'apprentissage engageantes et efficaces, mais en même temps de ne pas réinventer la roue. Donc, peut-être une petite conclusion, là, réinventer l'apprentissage en milieu hospitalier, ça veut vraiment dire créer un écosystème éducatif, agile, intégrant l'innovation dans chaque aspect de la formation et collaborer aussi pour créer le tissu d'un écosystème qui est émergent. Donc, je m'arrête là. J'étais sur mute. Je disais que je crois que ça, c'est le plan, Nathalie. On s'en va vers ça. Merci beaucoup, Anne-Louise. Marie-Pierre, à toi la parole. Oui, bonjour tout le monde. Alors, grand merci Nadia pour l'invitation. Ça me fait plaisir de partager cette journée importante. Et puis,
j'ai eu beaucoup de plaisir à lire le livre blanc. Je crois que c'est un travail qui était nécessaire et qui, moi, je ne suis pas du domaine de l'éducation. Je suis plus en recherche sur l'intégration du numérique et de l'IA dans les pratiques et aussi dans les soins. Et étant d'une faculté de sciences infirmières, par contre, je me vois comme une utilisatrice des connaissances. C'est rare. D'habitude, les chercheurs ont fait des travaux en pensant aux utilisateurs, mais là, je me positionne vraiment comme une utilisatrice des connaissances. Et le livre blanc m'a déjà allumé sur plein d'idées. Je pense que c'est important. Ça nous permet aussi de réfléchir un peu en amont, parce que tout ce qui est là, toutes les propositions, les suggestions, toutes les discussions qui vont s'en suivre, en fait, vont être possibles si on prépare déjà le terrain, si on prépare nos étudiants, le même en formation initiale, à devenir ces formateurs-là. Parce que étant dans une faculté de sciences infirmières, il y a beaucoup d'infirmières, infirmiers qui vont avoir un rôle de formateur aussi. Et je suis très sensibilisée à ça dans ma pratique de professeur, puis aussi dans ma pratique de chercheur. Donc, de vraiment offrir ces opportunités-là d'être exposés aux nouvelles approches, mais aussi de développer leur côté critique. Parce que trop souvent, on fait un peu trop confiance, c'est la technologie, hein, on est toujours très enthousiaste. Voici la formation, la simulation, c'est excellent. Oui, il y a beaucoup d'avantages, mais je pense que l'aspect critique doit toujours être présent dans ce qu'on fait. Donc, mes messages, c'est commencer même au tout début, dans notre formation initiale, à préparer les futurs professionnels de la santé à intégrer les outils numériques dans leur apprentissage, dans leur formation continue et eux-mêmes s'ils deviennent des formateurs et toujours maintenir ce côté critique. Et pour ce faire, les partenariats, là, ce que l'intervenante précédente disait, établir des partenariats, mais aussi en recherche, parce que c'était un des constats là, du livre blanc aussi. Quel est l'impact de nos formations? Comment s'améliorer également? Puis, comment être en mesure de voir, par exemple, est-ce que la personnalisation de la formation avec l'intelligence artificielle, ça a vraiment des avantages ou existe-t-il aussi certaines limites ou certaines conséquences inattendues? Donc, notre travail aussi de chercheur, puis dans la poursuite de mes recherches, je vais tenter d'intégrer ces connaissances-là que tu nous as bien partagées. Puis un grand merci et on poursuivra ces réflexions. Merci. Marie-Pierre. Et puis, tu amènes un point important. Je ne sais pas, Nathalie, on n'a pas pensé au fait que c'est vrai, les étudiants présents pourront être des futurs PRF. Là, on pensait toute personne au CHUM a la possibilité d'être PRF, mais en réalité aussi, les personnes qui sont dans les études, ils ont la possibilité, et peut-être ça serait intéressant de commencer à partir de ça. Merci beaucoup. Je vais passer la parole au docteur Teng. Bonjour à tous les participants et les organisateurs. En tant que professeur titulaire à l'Université de Montréal, médecin radiologue et chercheur, je suis déjà arrivé au mi-temps de la vie et de ma carrière de professeur, comme vous pouvez le voir à mes premiers cheveux gris. J'arrive aussi au constat que les approches d'enseignement traditionnelles ont beaucoup évolué, notamment en andragogie. Et grâce aux activités récentes organisées par l'École de l'intelligence artificielle en santé, les interactions avec Nathalie Beaulieu, Nadia Nafi et l'équipe de la Société canadienne du cancer, j'ai constaté qu'on devait explorer de nouvelles approches andragogiques, certaines avec des noms originaux et créatifs, notamment cartographie d'idées, questions éclairs pour nouveaux concepts, n'oublions pas le jeu de la boulette, découverte par analogie et métaphore, apprentissage génial par déduction entre pairs, apprentissage coopératif, contextualisation des apprentissages. Bon, voilà. J'aurai l'occasion de revenir avec des exemples concrets lors de la table ronde. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. C'est beau de revoir les exemples qu'on a testés puis essayés. Donc là, je passe la parole à Martin. Martin, je sais, on te voit peu, mais on aimerait t'entendre. Oui, je suis là. Écoutez, on parle d'intelligence artificielle et de volet virtuel et depuis ce matin, mon volet virtuel, ça va pas bien. Donc, je suis complètement désolé de la situation. Euh, Écoutez, j'ai lu le livre avec
tellement d'intérêt. Moi aussi, si vous aviez la chance de me voir, j'ai quelques mèches grises qui ont poussé depuis des années et ça m'amène énormément d'expérience. 40 ans bientôt dans le réseau de la santé où j'ai vu à peu près tout ce qui pouvait se faire. J'ai même rencontré souvent dans ma vie les deux solitudes, la solitude académique et la solitude clinique. Et très souvent, on parlait ou bien regarde à l'école, c'est ça qu'on a appris. Les gens arrivaient sur le terrain, puis ça ne s'appliquait pas, ou du moins on croyait que ça ne s'appliquait pas, de par la divergence de perception et par moment même, je dirais, deux paradigmes de pensée complètement différents selon les besoins académiques et ou cliniques. Ce que j'apprécie énormément dans la lecture de ce livre blanc-là, c'est que la vision qu'on veut faire de nos PRF fait l'unification de ces deux solitudes-là, où enfin, on va l'intermédiaire entre le besoin clinique et le besoin, ou pas le besoin académique, mais les notions académiques doivent avoir une intégration, une juxtaposition ensemble. Donc, la façon qu'on pourrait facilement valoriser ce rôle-là, c'est justement de faire en soi que nos formateurs, nos gens qui nous donnent la formation, quel que soit le niveau, qu'on parte du DEP et qu'on se rende jusqu'à un niveau élevé universitaire, il y a maintenant un lien intéressant et étroit qui augmente la crédibilité des deux solitudes qui deviennent maintenant une union, une unification dans les trajectoires, autant de soins qu'académiques. Donc, c'est pour ça que la notion de ce livre blanc-là va devenir une richesse pour beaucoup de monde à tout niveau. Et c'est vrai, c'est important, on est un centre universitaire, on parle beaucoup de volets universitaires, mais il ne faut pas oublier que dans un milieu de santé, on a vraiment du DEP jusqu'au PhD et toutes ces notions-là ont des visions différentes et sans vouloir être négatif de quoi que ce soit, mais des capacités académiques différentes qui doivent être adaptées en fonction de à qui on s'adresse et quel est le besoin d'une notion académique pour ces individus-là. Alors, Absolument. voilà. Absolument. Merci, 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 merci beaucoup. Je donne la parole à Tania. Tania, essaye. Oui, je vais essayer. En fait, Monsieur Reed, on ne le voit pas, mais on l'entend. Moi, on me voit, mais on m'entend plus difficilement. Donc, vous avez un panel très diversifié. Alors, d'abord, je voudrais vous dire que moi, ma perspective vient de relations industrielles. Donc, c'est sur l'emploi. Et aujourd'hui, tous les milieux professionnels et les milieux de travail ont un grand souci. C'est une technologie qui avance de manière exponentielle et des systèmes sociotechniques et professionnels qui n'arrivent pas à suivre. Alors, vous comprenez que moi, c'est avec grand intérêt et bravo pour ce rapport parce que ce que j'ai essayé, c'est de rechercher les ingrédients qui ont été mis de l'avant pour capter l'incertitude parce qu'on est à deux volets. On veut bien faire de la formation, mais encore faut-il comprendre comment les systèmes évoluent pour adapter la formation. Et dans cette initiative que vous avez présentée, la partie extraordinaire, c'est que vous avez un peu trouvé le secret de la caramel, c'est-à-dire de dire comment en même temps mettre ensemble les ressources nécessaires, multidisciplinaires, et évaluer l'incertitude et aller vers la formation pour la maîtriser. Donc, vraiment, les premiers jalons d'expérimentation sur lesquels on mise beaucoup sont vraiment de l'avant. Et on a aujourd'hui un immense travail qui nous rend très honnêtement très optimistes parce qu'on recherche toujours les bonnes solutions. Et je pense que je ne suis pas une spécialiste de la santé, mais plus de l'organisation du travail. Et je pense que vous nous donnez vraiment un exemple déjà sur lequel on peut répliquer plusieurs autres façons de faire dans des milieux différents. La santé est un écosystème. Oui, il y a le CHUM, mais il y a les institutions, bien entendu, spécialisées en santé. À l'intérieur des hôpitaux, il n'y a pas que les soins, il y a beaucoup de services qui demandent des réorganisations et pivotent autour de la santé une multitude de petites et moyennes entreprises aussi qui donnent des services et qui vont certainement apprendre beaucoup sur cette façon de pouvoir procéder. Donc, peut-être dans les discussions suivantes, on ira un peu sur les ingrédients.
mais j'ai trouvé fascinant ce travail et je vous en félicite vraiment du fond du cœur. Merci beaucoup, Tania. Phoebe. Oui, ben merci beaucoup vraiment pour l'invitation. Puis ce que je vis actuellement, en fait, c'est beaucoup d'espoir là, par rapport à la démarche que vous avez faite. Je pense que c'est excessivement encourageant parce que ça reconnaît en fait les défis qui sont vécus par les PRF, particulièrement en sciences infirmières. Je pense que c'est un milieu, tout comme l'ensemble des domaines de la santé, qui vit d'énormes changements. Puis on voit que l'introduction, par exemple, de nouvelles technologies, tant au niveau de l'enseignement, mais aussi de la pratique, en fait, amène d'énormes changements, puis un besoin d'adaptation vraiment très, très élevé. C'est d'ailleurs, l'Association américaine des collèges en sciences infirmières en 2001 reconnaissait le fait que c'était des compétences clés à aller chercher chez les cliniciens, mais on reconnaît aussi ce fait-là chez les formateurs. Donc, en fait, toute la démarche que vous avez faite pour moi était excessivement encourageante dans le développement de ces parcours-là, en fait, de formateurs. Puis pour moi, en fait, en chaque infirmière, on retrouve un formateur parce que ces rôles-là, on les retrouve aussi auprès des patients à titre d'infirmière. Donc, ça fait plein de sens. Puis, c'est une forme de hiérarchisation, en fait, qu'on vit. On enseigne aux patients. D'autres infirmières enseignent à des infirmières. Des pédagogues enseignent à des infirmières qui enseignent à des infirmières. Donc, c'est de reconnaître, en fait, cette chaîne-là qu'on a besoin, je pense, de miser sur ces partenariats-là parce qu'on ne peut pas tous être experts dans l'ensemble des domaines, donc dans le domaine clinique, dans le domaine andragogique. Donc, je pense que c'est de reconnaître les forces de ces partenariats-là puis les besoins, en fait, de ces personnes-là pour aller mieux former. Puis après ça, c'est promouvoir le transfert vers la pratique des apprentissages qui sont si importants pour aller sécuriser aussi l'ensemble de nos apprenants. Puis on le sait que la formation des infirmières, puis la formation, c'est une bonne formation en fait de ce personnel-là. C'est excessivement important pour en fait tout ce qui est la rétention du personnel, la qualité des soins. Donc, puis c'est d'ailleurs des points clés de tout ce qu'on voit au niveau des Magnet Hospitals aux États-Unis, puis qu'on est en train d'amener vers le Canada. Donc, pour moi, en fait, c'est de reconnaître l'importance de l'implantation de pratiques andragogiques excellentes dans les domaines en santé, puis l'impact que ça va avoir sur les patients. Donc, je pense que ça met en lumière toute cette démarche-là, puis je trouve ça excessivement encourageant, en fait. Ouais. Merci beaucoup, Phoebe. Puis comme vous le dites, on ne peut pas être expert en tout. Moi, je dis à mes étudiants, vous êtes légendaires en quelque chose, mais allez chercher aussi les autres légendaires en autre chose et se compléter pour pouvoir avancer ensemble. Nathalie, je crois que c'est tour de prendre la relève. Oui, bien sûr. Merci à tous pour les différentes perspectives qui ont été amenées. J'ai une première question pour vous tous. On sait, les résultats de notre livre blanc l'annoncent quand même clairement. Les professionnels qui ont des responsabilités de formation en santé sont vraiment essentiels dans tout ce qui est la transformation numérique. Mais leur rôle crucial reste sous-valorisé. À l'heure où l'intelligence artificielle, les transformations numériques redessinent, si on veut, le paysage de la santé, comment imaginez-vous l'évolution de ce rôle central-là? Donc, comment vous vous projetez dans l'avenir? Et également, comment cette transformation-là, coupée à une reconnaissance bien méritée, peut-elle révolutionner, selon vous, la qualité des soins et services aux patients? Donc, question plutôt large. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite se lancer. J'irai avec Phoebe alors. Mais en fait, je pense que c'est déjà un concept qu'on a nommé, mais de miser en fait sur les partenariats qu'on va créer, par exemple au CHUM avec la direction de l'enseignement à l'Académie CHUM, avec les conseillers en pédagogie. Donc, quand on réfléchit à retransformer en fait des programmes de formation, puis vraiment avoir une approche programme avec une analyse des besoins qui est vraiment sérieuse, étoffée, puis après ça, le choix des méthodes pédagogiques, l'imbriquement en fait de cette séquence-là. Je pense que les partenariats, en fait, qui sont vraiment en train de se créer, puis l'approche qui est en train de se transformer pour vraiment aller créer, en fait, cette dualité-là dans l'approche, puis les transformations pédagogiques qu'on est en train de faire, c'est vraiment là-dessus qu'il faut miser. Puis on a la chance aussi d'avoir
je pense, au sein de notre établissement, une reconnaissance de ces rôles-là. Donc, dans chaque secteur, en fait, clinique, on a des conseillères en soins infirmiers qui font partie de notre groupe de PRF. Puis, ils ont une description de fonction qui est bien écrite, leurs tâches, en fait, à titre d'enseignement, de coaching, les compétences qu'elles doivent avoir sont quand même libellées. Donc, ça, c'est une chance inouïe qu'on a parce que ça permet après ça de regarder comment on se doit de les développer. Puis, on a la même chose qui a été faite dans les dernières années par rapport, par exemple, à nos infirmières ressources, qu'on les appelle, en fait. Donc, c'est des cliniciens qu'on va aller chercher pour aller soutenir la formation auprès de leurs collègues. Donc on peut s'asseoir là-dessus aussi. Puis, on a aussi des référentiels de compétences en clinique qui se sont développés dans les dernières années. Donc, je pense au récit là, qui a été fait par l'Université de Montréal avec le Centre d'innovation en formation des sciences infirmières, le CIFI, en fait. Donc, puis dans ces libellés-là, quand on tombe vers personnes ressources experts, ces concepts commencent à apparaître en formation. Donc, ça permet d'aller bien cibler, en fait, leurs besoins de développement. Puis, je pense que les défis qu'on va vivre dans les prochaines années, d'un point de vue hospitalier peut-être, c'est d'aller maintenir le rythme que l'académie, en fait, pousse. Donc, c'est de diminuer, en fait, le clash que nos jeunes infirmières vont vivre quand ils vont arriver des milieux académiques vers les milieux cliniques, tant dans les méthodes pédagogiques qui sont utilisées, les approches. Donc, dans les milieux hospitaliers, on se retrouve avec différents groupes d'apprenants, puis ça nous demande en fait d'être excessivement agile et flexible dans la façon dont on donne nos formations. Mais je pense que d'aller amenuiser ce gap-là, puis d'aller créer des partenariats aussi avec l'académique pour le transfert des méthodes d'apprentissage, puis des approches, c'est dans les choses sur lesquelles on devrait miser là, dans le futur. Ouais. Je sais pas si ça répond à la question. Bien sûr, parfaitement. Merci beaucoup pour le partage. Quelqu'un d'autre veut rebondir? Marie-Pierre? Oui, alors je rebondis. Donc, je crois que c'est vraiment tout à fait dans ce sens-là qu'il faut aller. Je soulignais, je trouvais très intéressant bon, la communauté de pratique qui peut permettre aussi d'aller rejoindre des gens hors des grands centres parce que c'est une préoccupation. Je pense que je trouve ça bien beau, le CHUM, c'est un modèle, bon, on peut s'en inspirer, mais il y a une réalité aussi. Il y a beaucoup d'établissements, d'organisations qui sont hors des grands centres, qui sont plus loin des milieux académiques et où il n'y a pas cet accès facilité-là. Il y a encore, on parlait qu'il y avait très peu de main-d'œuvre, mais il y a encore moins de main-d'œuvre spécialisée. Donc ça pourrait être une façon de valoriser, de créer une association, un regroupement professionnel autour des formateurs intéressés par le numérique aussi, d'avoir des événements comme ça pour pas oublier les régions hors des grands centres urbains. Donc ça serait peut-être une façon là, de compléter ce qui a été proposé. Puis bon, je reviens à ce que je disais au tout départ, là, également, là, essayer de créer un peu l'engouement pour ce domaine-là de l'andragogie et des approches numériques dans la formation, dès la formation initiale. Puis il faut sensibiliser les professeurs, donc de l'intégrer dans l'enseignement aussi. C'est une façon d'exposer nos apprenants à le faire, mais on manque de temps aussi comme professeur. Donc, on a toujours un peu les mêmes enjeux. Donc, d'avoir une vision à 360 degrés peut-être de l'importance d'outiller les différents acteurs pour qu'ils soient capables de bien intégrer les approches andragogiques et les technologies numériques et l'IA. Merci. J'ai le goût de poser une sous-question. En fait, par expérience, le mot andragogie n'est pas sexy, mais pas du tout. Si je vais parler, en tout cas du moins dans notre milieu, là, quand on nomme le mot andragogie, c'est bon. Puis l'autre chose dans le milieu, puis encore une fois, je vais parler pour le milieu de la santé. Le milieu de la santé valorise énormément l'expertise de pointe, etc. Puis là, ici, on parle d'une expertise dans la façon, dans le comment. Donc, comment arriver à justement trouver une valorisation de bien enseigner quand
à la base, c'est pas une façon je vais dire, un contenu spécifique ou perçu comme étant un contenu spécifique de comment soigner. Là, on est ou des approches ou des méthodologies. Là, on est vraiment dans quelque chose d'un peu plus soft, qui est un peu moins présent dans le domaine de la santé. C'est une question. Je ne sais pas si quelqu'un a le goût de se lancer, là. Ben, je peux me permettre, Nathalie? Oui, bien sûr. Martin, vous me voyez pas là, mais je fais du pouce sur mon préambule de tantôt où je parlais vraiment des deux solitudes académiques et cliniques. Et effectivement, dans l'enseignement, on était très isolés, très, chacun de son côté avec ses croyances et les besoins de chacun des côtés. Et les PRF, justement, ils permettent cet équilibre-là de bien être formés par différentes stratégies, différentes notions andragogiques quelconques, mais de par les différents niveaux aussi qu'ils ont, transmettre l'information au niveau rattaché aux besoins du terrain. Et c'est ça la notion qui, je trouve fascinante dans la démarche qui est en train d'être faite, c'est de ramener justement à la base de la formation de base, mais on s'entend qu'une formation de base de type maîtrise, doctorat ou autre, puis la formation de base pour quelqu'un des services d'entretien ménager, parce que pour moi, c'est toute la même ligne au bout de la ligne du programme de besoins académiques, ben, elle est vraie aussi pour ces gens-là. Ah, si nous arrivons à maintenir un équilibre intéressant entre les capacités andragogiques, mais imaginez-vous juste ce mot-là à une infirmière auxiliaire, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais la notion, effectivement, puis je suis d'accord avec toi, c'est vraiment pas sexy. Mais quand on forme bien nos PRF et transmettent bien cette formation-là, ils deviennent au PRF des leaders. Et un leader, c'est quoi par définition? C'est pas quelqu'un qui est éduqué ou formé pour être leader, c'est quelqu'un qu'on choisit. Alors, si la notion de bien former nos gens, ils vont être choisis comme étant leurs leaders et ils vont devenir par le fait même des spécialistes et des gens reconnus par leurs compétences et leur attitude et leur savoir-faire et surtout savoir-être. Merci beaucoup, Martin. C'est très intéressant comme perspective. Je crois que Tania, Madame Sabat? Oui, je vais essayer d'ajouter. Je vais faire du pouce un peu sur ce qui a été dit, puis ce que M. Reed vient de dire. Moi, je pense qu'il y a deux voies pour valoriser la contribution des PRF. Un, c'est le rôle incontournable qui va certainement se consolider avec le temps, parce qu'on ne va plus avoir le choix que de fonctionner de cette manière. Et donc, l'utilité, l'efficacité va venir renforcer le rôle. Mais deuxièmement, je vous dirais que c'est un problème, un phénomène qui est beaucoup plus large au Québec et au Canada. Ce n'est pas seulement sur les épaules des PRF que doit reposer la valorisation de leur rôle, c'est sur la communauté. On ne valorise pas assez les cultures de formation dans les milieux. Le Québec, le Canada sont à la traîne dans les formations qui sont données. Et donc, c'est plus on adopte, plus chaque personne sait que tout au long de sa vie, elle va avoir à se former, qu'on est dans des modalités qui changent et qui évoluent. Automatiquement, le rôle des PRF va devenir un rôle qui est incontournable. Donc, il faut travailler, oui, sur les PRF, ce qui est fait aujourd'hui, mais vraiment aussi sur toutes les communautés et renforcer cette culture de formation tout au long de la vie. Merci, Madame Sabat. Et par curiosité, vous venez de dire que le Québec et le Canada sont un peu à la remorque comparativement ailleurs. Qui sont les pionniers, selon vous? Les modèles à suivre, par curiosité? Comme d'habitude, beaucoup les modèles nordiques, beaucoup les modèles l'Allemagne. Et pourtant, nous sommes à la traîne, mais nous ne manquons pas de moyens. Nous avons les bonnes lois, nous avons les réglementations, mais notre économie, qui est constituée beaucoup de petites et moyennes entreprises, fait en sorte qu'on n'utilise pas nécessairement l'argent qui peut être disponible. Les grandes institutions comme les vôtres mènent. Et à partir du moment où on instaure de plus en plus, dès le recrutement, dès l'université et les milieux professionnels, surtout le milieu médical, ben c'est sûr qu'il y a déjà
c'est des exigences de formation, mais elles doivent être élargies, puis elles doivent être beaucoup plus démocratisées à l'intérieur des unités. Et profiter justement, puis renforcer les politiques publiques aussi pour aider les institutions dans ce sens. Merci. Je pense qu'il nous reste Dr. Tang et Anne-Louise. Oui, j'ajouterais, parmi les professionnels qui sont responsables de la formation en santé, moi j'ai la chance de côtoyer des chercheurs qui sont soit à l'avant-scène pour le développement, l'évaluation ou l'implantation des technologies numériques. Autrement dit, je ne vois pas uniquement notre communauté de chercheurs comme des prophètes ou des rêveurs sur la montagne, mais aussi des professeurs au niveau postgradué et puis des ingénieurs d'infrastructures numériques qui va être essentiel pour le déploiement de l'IA en santé. Ces chercheurs, ils et elles, sont aux premières loges pour identifier les défis de développement et d'installation des logiciels. Je donne quelques exemples. Le processus d'approbation, que ce soit la signature des contrats, l'approbation éthique, puisqu'il est souvent question de données de patients et de grandes cohortes de patients. Des montages de convenances budgétaires, la faisabilité des projets. Ensuite, au niveau scientifique, je vois la nécessité de développer des logiciels pour résoudre des problématiques de santé avec notre population. Par exemple, la détection précoce de cancer qui doit être améliorée. Puis enfin, il y a tout le volet non négligeable des considérations pratiques, c'est-à-dire, est-ce qu'on installe des logiciels localement ou sur les nuages? Est-ce que les calculs se font sur des processeurs de type CPU ou des cartes graphiques GPU? Où est-ce qu'on va les trouver? Quel est le budget? Comment vont communiquer les différents logiciels entre eux? Donc, les interfaces entre les logiciels et les fournisseurs de différentes bases de données. Puis finalement, intégrer ces logiciels-là avec des interfaces conviviales qui peuvent être employées par le personnel à l'hôpital. Donc, bien des enjeux qu'il faut résoudre de façon pratique. Et je vois le travail des formateurs en recherche comme des canaris proverbiaux là, dans la mine qui peuvent résoudre et anticiper des obstacles. Donc, ultimement, ils forment aussi la relève, notamment les étudiants qui deviendront le personnel hautement qualifié dans notre réseau de la santé, là, les fameux PHQ. Voilà, merci. Merci. Anne-Louise? Alors, je vais sauter. En fait, je trouve ça très interpellant, cette conversation-là, parce que je suis chercheur en éducation quand même depuis les années 2000. J'ai quand même 25 ans d'expérience en enseignement dans toutes sortes de contextes, autant avec des tout-petits à l'école primaire, au secondaire, à l'université, dans tous les sens. Et je forme des concepteurs pédagogiques depuis 15 ans. Il y a une chose qui me saute aux yeux quand on parle de l'expertise d'une personne qui est formatrice, c'est qu'il y a un glissement de sens et puis il y a des espèces d'embrouillement entre la définition d'un professionnel et une identité double qui peut vraiment agir. Il y a une personne qui agit en deux identités. C'est-à-dire que un professionnel doit être capable d'autoréguler sa profession, d'avoir une certaine crédibilité à cause de connaissances pointues, etc., protéger ses clients, etc. Et puis un professionnel en santé ne se sent peut-être pas nécessairement professionnel en pédagogie, en éducation. Quand je parle d'andragogie, souvent je parle d'éducation aux adultes parce que c'est vraiment deux choses différentes. L'éducation des enfants, c'est vraiment, on va les accompagner, on va les faire découvrir des choses et puis on va leur enseigner toutes sortes de choses parce qu'il faut qu'ils découvrent le monde. Quand on parle d'un professionnel, quand on parle d'andragogie ou d'éducation aux adultes, c'est vraiment parce qu'on veut s'améliorer, on veut changer de poste ou on peut même parfois faire des choix parce que j'ai le choix en tant que professionnel de m'améliorer dans une certaine discipline ou de changer de discipline à travers la formation. Donc, il y a beaucoup d'embrouillements, beaucoup de glissements de sens dans tout ça. Puis il y a certainement une chose qui est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui reconnaissent la compétence à faciliter, à enseigner, à accompagner, à encourager les gens dans la co-construction des savoirs. C'est-à-dire que même moi, en tant que professeur, quand j'enseigne un cours, et puis j'enseigne pendant, je ne sais pas, 3 heures, je suis capable de parler pendant 3 heures. C'est beaucoup plus difficile pour moi d'imaginer un cours où je vais vraiment former mes étudiants et je vais leur donner le pouvoir, je vais les laisser parler, je vais les accompagner, je vais penser une expérience, un design d'apprentissage qui va vraiment leur donner une expérience riche, ou je vais peut-être me faire critiquer en disant « ce prof-là n'enseigne pas ». C'est-à-dire, quand on dit « ce prof-là n'enseigne pas », c'est qu'on n'a pas reconnu ma compétence à faciliter les apprentissages.
Donc, il y a ce glissement de sens-là qui existe. Et puis, il y a certainement aussi autre chose que j'aimerais dire dans cette conversation-là. Et puis, c'est la question que c'est très différent de former et puis de penser à une formation qui est riche et puis agir dans un contexte qui est très, très, très réglementé où chaque action a un certain temps, je ne sais pas moi, 2 minutes pour intervenir sur ça, 3 secondes pour intervenir sur ça. Il faut que la procédure soit vérifiée, etc. Et puis toute la journée, il y a un focus extrême qui se fait dans une expertise qui n'est pas du tout la même chose en éducation. Ça prend du temps de tâtonnement. Un professionnel qui veut réfléchir à quelque chose, je vous dis, là, parfois, je me mets dans une bulle et puis je me dis, OK, quelle expérience je suis capable d'imaginer? Ça signifie que j'arrête mes rendez-vous dans une journée. Cette journée-là, c'est une journée bulle. Je me crée un espace de création. On ne peut pas créer des choses sous une tension et puis une espèce d'obligation d'exécution constante. Donc, je veux soulever ça quand même parce que je ne pense pas que les PRF sont capables d'innover et repenser toute la formation s'ils n'ont pas le temps. Et puis, ça sort très bien dans le livre blanc, là, un manque de temps flagrant qui est fondamental à la profession. Et des gens peuvent dire, par exemple, OK, mais ce sera quoi la valeur ajoutée pour les patients? Mais si on a les problèmes, c'est-à-dire, entre autres, prendre le patient comme ça, dans sa globalité plutôt que simplement le symptôme, etc., et puis on peut les citer facilement, ce qui se retrouve dans le livre blanc. La question à savoir comment on peut créer une meilleure équipe, une meilleure force de travail à travers une formation, une co-formation, mais qui va prendre du temps de créativité. Donc, j'arrête là-dessus. Merci infiniment, Anne-Louise. Très inspirant. Puis, vous faites bien, c'est vraiment le cri du cœur qui nous a été lancé de la part des formateurs, des PRF au CHUM en disant on a besoin de temps d'être libéré pour justement concevoir, réfléchir à comment faire notre formation différemment, puis se développer aussi comme formateur, à avoir des approches andragogiques différentes. Je laisserai Nadia pour la facilitation de la suite. La prochaine question, et puis qui suit absolument ce qui a été discuté, et puis ce que tu viens de dire, c'est avec le besoin criant des PRF. Là, on parlait de qu'est-ce qu'on doit faire. Là, on veut passer à comment le faire. Alors, ma question vers vous, c'est vraiment quelles seraient des solutions face à cet appel pressant. Je lis ma question pour ne rien oublier des détails que je veux absolument aborder avec vous. Quelles actions concrètes et novatrices proposez-vous pour y répondre? Avez-vous des exemples inspirants, des stratégies révolutionnaires déjà en action ou des projets avant-gardistes en gestation? Et surtout, et puis on a parlé de ceci, comment imaginer une synergie puissante entre les institutions de santé, les universités, les experts en technologie éducative, le gouvernement, les patients partenaires et d'autres acteurs essentiels pour propulser les PRF au cœur de cette transformation numérique en santé? Et puis, je vais peut-être commencer avec Dr. Tang. Oui. Vous voyez derrière moi des livres médicaux, de physique, d'informatique qui résument des connaissances des dernières décennies. Dans mon domaine, le défi, c'est comment enseigner quelque chose qu'on ne maîtrise pas encore soi-même ou qui vient d'apparaître. Donc, par exemple, comment transmettre à la communauté en radiologie le principe de fonctionnement des modèles langage-texte, des modèles génératifs. Donc, moi, je veux deux façons concrètes d'apprentissage par l'exemple, soit par un processus de mentorat ou de compagnonnage. Deux exemples. Un premier exemple serait le développement de logiciels d'IA localement dans le contexte de programmes de recherche qui sont financés par des organismes subventionnels. À titre d'exemple, notre équipe a développé un modèle d'IA pour grader la sévérité de foie gras, donc une maladie qui affecte le quart de la population adulte nord-américaine. C'est financé par Rivado. Et puis, on a avec nous des étudiants au PhD qui travaillent conjointement avec Guy Cloutier, chercheur en échographie au CHUM. Et pour rendre ça accessible à notre communauté, on a invité des radiologues à différents niveaux de formation, que ce soit des résidents, des fellows, des radiologues établis, et comparer leur performance avec celle du logiciel pour apprivoiser cette technique-là. On a publié les résultats dans la revue Radiology, qui est la revue la plus influente dans notre domaine, et ça nous a permis de nous familiariser avec ces percées technologiques. Le deuxième exemple, c'est l'évaluation, la validation d'un logiciel d'IA
qui est commercialisé par une firme qui s'appelle Millevue. Ça permet de détecter automatiquement des fractures et des luxations pour des radiographies, sur des radiographies musculo-squelettiques. Le but étant de réduire les fractures manquées, puis réduire l'intervalle de temps d'attente aux urgences. Ici encore, c'est un autre apprentissage, un autre exemple d'apprentissage par la pratique, hein, learning by doing. Et puis, ça nous permet de nous familiariser avec les faux positifs, les faux négatifs, les discordances qui vont arriver entre le processus de détection humaine et puis la lecture par les ordinateurs. Un autre avantage, c'est que ça nous permet d'anticiper certains défis à l'horizon. Comment va se faire le processus d'appel d'offres? Est-ce qu'on va acheter des logiciels de gré à gré pour des dizaines de logiciels ou est-ce qu'on va installer des plateformes? Donc, avec cette expérience-là, on va être en mesure d'avancer non seulement d'un point de vue théorique, mais aussi à l'usage, puis à l'usure pour former nos étudiants. Voilà. Absolument, absolument. C'est vraiment à travers l'expérimentation qu'on veut prendre des choix et puis faire des choix qui sont éclairés. Merci beaucoup, Dr. Tang. Marie-Pierre. Oui, bien, merci. C'est très inspirant, Dr. Tang, ce que vous faites. Ça m'a fait penser, c'est une initiative, c'est pas moi, là, c'est ma collègue, professeure Geneviève Roch à la Faculté des sciences infirmières à l'Université Laval. Et elle a mis sur pied un projet vraiment extraordinaire, incroyable dans le domaine de l'oncologie pédiatrique. Et c'est un vaste programme où la recherche et la formation et la clinique sont intégrées. Donc, Nadia aussi, je crois que tu es co-chercheuse sur ce programme-là. Donc, ça vise l'apprentissage par le jeu dans le domaine de la sécurité de l'administration de médicaments. Puis, on sait, il y a très peu d'infirmières en oncologie pédiatrique et bon, les protocoles changent rapidement. Donc, il y a une co-conception de l'outil de formation du fameux jeu et où autant les apprenantes, les cliniciennes, que aussi des familles partenaires sont impliquées dans le but qu'on intègre le soin avec la formation. Et aussi, la recherche est présente parce que c'est un projet de recherche. Donc, la façon, souvent, on dit mesurer les impacts de nos formations. Bien là, la façon de mesurer, est-ce que ça a vraiment, ça peut avoir un impact oui, sur l'acte qui est fait, est-ce qu'on diminue les erreurs? Est-ce que ça peut avoir un impact aussi sur les soins, sur la satisfaction des familles, par exemple, l'expérience des enfants, des parents? Donc, je pense que ça rejoint un petit peu ce concept-là de dire, faut arrêter de travailler, OK, moi, je fais une formation, je fais un partenariat avec une entreprise, on fait nos petits trucs de notre côté, mais il faut essayer d'avoir cette vision transversale puis de dire, ben oui, on travaille, on est dans des milieux de soins spécialisés, universitaires, on travaille avec des chercheurs, on travaille avec des experts de la formation comme Mme Davidson, qui, tu sais, je pense qu'on a tout à gagner d'aller dans cette multidisciplinarité, intersectorialité aussi, pour faire des projets vraiment englobant comme celui-là là, du jeu, de l'expérience d'apprentissage par le jeu. Donc, on a encore beaucoup de choses à partager, je crois. Merci. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Juste une petite clarification. Je ne suis pas co-chercheuse avec Geneviève, mais oui, il y a absolument beaucoup de collaboration avec Geneviève sur plein d'autres projets. Mais oui, il y a un travail énorme qui est en train de se faire. Martin, tu es encore avec nous? Je suis toujours là, oui. Super. Écoutez, moi, de mon côté, moi, je suis un expert en fluidité, en trajectoire inter et intra-hospitalier. Il n'y a pas d'école qui parle de fluidité. Il n'y a pas d'école qui nous parle de comment on doit mobiliser les patients à l'intérieur d'un établissement et ou à l'intérieur de différents établissements. Tout s'apprend par l'expérience, tout s'apprend par le partage des connaissances et malheureusement, ça s'apprend uniquement parce que je veux bien dire à l'autre ce que je sais au moment où la situation arrive. Et je te dirais, l'intelligence artificielle qui pourrait faciliter les choses, c'est, croyez-moi, je sais très bien ce qui va se passer
en théorie en septembre 2024 en fait de volumétrie patient. Je sais très bien ce qui va se passer en fait de volumétrie en décembre 2027 parce qu'il va y avoir une arrivée d'influenza et sûrement maintenant de la COVID qui va se passer. Il va y avoir en février une augmentation de brûlure comme on a au cours du mois de juin. Alors, j'apprends rien à personne et tous les cliniciens connaissent très bien cela et pourtant, on se fait toujours frapper par la vague quand la situation arrive. Il n'y a que très peu de planification stratégique à ce niveau-là. Donc, c'est un peu difficile de réfléchir à l'avance, de mémoire, de dire, ah oui, faut se rappeler que, faut penser à. Et l'intelligence artificielle pourrait nous amener des modélisations qui feraient en sorte que nos trajectoires de soins, nos trajectoires intra-hospitaliers, l'équilibre avec les centres hospitaliers interrégionaux et suprarégionaux éloignés serait facilitant parce que nous pourrions déjà planifier des effectifs, des besoins effectifs de toute nature que ce soit. On pourrait planifier une meilleure entrée de patients, donc toute la trajectoire interne de soins, la trajectoire des plateaux techniques, la trajectoire de l'utilisation adéquate des lits, le taux de performance de lits, tout ça par une intelligence artificielle bien placée. Mais en ce moment, la grande difficulté, c'est que c'est au bien vouloir des individus, au bien vouloir d'échanger la compétence. Puis malheureusement, on en perd de fois en fois et on partage. Puis quand on a une ressource qui va partir à la retraite, puis je n'aimerais pas qui, mais moi entre autres, ben je pars avec mon bagage. Et j'aurais beau transmettre puis dire, je vous laisse mon numéro de téléphone et appelez-moi si, ça reste que ça tombe. L'intelligence artificielle permettrait de collecter ces données-là et d'aider l'ensemble des directions, que ce soit de la haute direction, aller jusqu'aux gens sur le terrain, de permettre de maintenir ces compétences-là et de les ajuster au fur et à mesure où de nouvelles situations pourraient se passer. Donc, il faut que nos formateurs puissent, en lien avec des intelligences artificielles activées aux situations qu'on connaît déjà d'avance, ben, permettrait cette meilleure continuité-là, cette meilleure fluidité-là au niveau des différentes trajectoires. Merci beaucoup, Martin, pour ce que tu as amené. Moi, je me rappelle, j'ai passé deux journées avec tes équipes et puis je suis sortie vraiment impressionnée. Comme patient de l'extérieur, j'ai jamais cru imaginer la complexité qui existe dans tout ce processus de fluidité dont tu parles et qui a absolument besoin de vraiment d'être appuyé, comme tu dis, avec la technologie et puis l'intelligence artificielle ou autre, mais vraiment, puis les compétences qui existent dans tes équipes et puis surtout la résolution de problèmes et puis être face à des conflits en tout moment, c'est extraordinaire. Donc, je vais pas, je vais arrêter, sinon je vais parler pour des heures. Encore une fois, comme je m'imagine dans tes chambres de stratégie avec les équipes et puis c'est vraiment impressionnant. Je vais donner la parole à Tania. Très rapidement, parce que ce qui a été dit est super. Moi, j'aimerais juste revenir sur la complexité de la chose. Et toutes les équipes aujourd'hui qui travaillent, que ce soit sur le développement de la formation, l'intégration des technologies, sont quasiment des équipes d'entrepreneuriat, doivent prendre le risque, doivent expérimenter, doivent être jugées sur la performance, doivent travailler avec des règles de gouvernance, doivent regarder les questions autour de l'équité, de l'humanisme qu'ils sont en train de faire. Est-ce qu'ils n'oublient pas, justement, dans leur protocole, encore une fois, ou des données, on a vu beaucoup sur les questions autour des données biaisées. Donc, honnêtement, vraiment, non seulement la complexité, je dirais ce qui est extraordinaire et qu'on voit en tout cas évoluer, c'est la communauté d'intelligence artificielle, plus proche des communautés qui ont besoin d'être développées. Parce qu'il y a eu un temps où d'avoir accès, c'est pas tout le monde qui comprend l'intelligence artificielle, et avoir à des experts qui viennent comprendre le domaine dans lequel on évolue et adapter les technologies. Ça aussi, on a vu quand même une grande évolution. Et je pense que le domaine de la santé est pas mal à l'avant-garde par rapport à d'autres organisations. Et la question du partage est toujours cruciale. On veut en même temps s'approprier ce qu'on est en train de développer et on est beaucoup plus dans une économie où il faut partager ce qu'on est en train de développer.
Et ça aussi, entre conserver son know-how et évidemment sa capacité compétitive, et entre la volonté aussi de tout partager, ça aussi, ce sont des choses qui ont besoin d'évolution de mentalité. Et encore une fois, avec ce qu'on entend aujourd'hui, on voit vraiment cette belle maturité à laquelle on est en train d'arriver. Et je reprends que c'est beaucoup de choses qu'on fait en même temps. La maturité, l'expérimentation, la compréhension des différents systèmes, le partage, associer ça à des domaines très différents, parler un langage commun, et de pouvoir arriver aujourd'hui quand même à déjà voir des possibilités de faire des choses. Bon, pour moi, vraiment, je trouve ça extraordinaire. Merci beaucoup, Tania. Phébé. Oui, ben, je pense que tu sais, dans les beaux exemples qu'on voit là, en termes d'innovation au niveau de la formation, tu sais, moi je pense entre autres à tout ce qui est fait au niveau du centre de stimulation, par exemple, tu sais, au sein de l'hôpital. Mais on a par exemple été chercher une expertise au niveau émergo, donc c'est toutes les simulations de table pour les grands événements. Donc initialement, tu sais, on pensait code orange, mais ça peut être aussi tu sais, la gestion de secteurs ou d'événements. Donc, ça c'est excessivement intéressant, autant pour le développement des processus, puis le fait de pouvoir les tester, mais aussi après ça, la formation des équipes justement dans cette fluidité-là, puis de choses en fait qu'on pourrait difficilement simuler en personne. Puis aussi tout le mouvement qui est en train de se passer au centre de simulation pour la création du centre d'expertise en simulation avec vraiment une formalisation en fait des attentes envers les formateurs, mais comment on va les former, les accompagner, la création de méthodes débriefing qui a été fait auprès en fait de nos experts en débriefing qui est en train en fait qui a commencé, mais qui est vraiment en train de se formaliser, toute l'évaluation des programmes aussi, parce qu'on le sait, la formation coûte excessivement cher, mais est ô combien nécessaire. Donc, on a une responsabilité autant éthique que fiscale d'aller mesurer l'impact, puis valider en fait que les choix qu'on a faits sont pertinents. Puis, ce que je trouve intéressant aussi quand je regarde ce qui est en train de se faire avec mes collègues, c'est qu'il y a vraiment une forme de réflexion puis de challenge par rapport au choix des méthodes. Donc, une gamification qui est en train de se faire auprès des formations, d'autres approches. Donc, on parle des classes inversées, par exemple, toute l'approche par problème. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Ça demande un fort engagement de nos apprenants, mais vraiment une portée intéressante au niveau des apprentissages. Puis, tu sais, je pense qu'il y a des choses intéressantes aussi qui se passent à travers le monde dont on peut s'inspirer. Là, on a eu la création de certains jeux sérieux qui ont été faits en collaboration avec l'ADA qui ont été excessivement porteurs, mais c'est des choses en fait qu'on voit prendre de plus en plus d'ampleur, mais qui demandent, comme on le disait, énormément de temps. Puis je pense que les défis qu'on va vivre par rapport à ce genre de méthodes-là, c'est que comment on les partage après ça, puis on en fait bénéficier la communauté de façon plus large, parce qu'on est très bon pour partager nos TIC puis nos formations en ligne. On a des approches un peu plus provinciales, ministérielles pour ça, où en fait, on fait bénéficier notre expérience comme clinicien avec un accompagnement pour respecter les bonnes pratiques en termes de TIC, mais tous les autres types de formations, c'est là que ça devient un petit peu plus difficile. Donc, je pense que les défis résident encore là, mais on voit vraiment un mouvement qui est en train de se créer pour par rapport justement aux nouvelles approches. Donc, je pense que c'est là que ça devient intéressant. Puis, un intérêt aussi, donc un début de conscience que nos PRT sont en train de prendre par rapport justement à leur nécessité de se former par rapport à ça, puis de devenir comme une double expertise, en fait, qui a besoin d'être développée. Donc, je pense que c'est extrêmement encourageant, puis je trouve ça très intéressant de voir aussi toutes ces choses-là se mettre en place. Je pense que les choses qui nous restent à faire après ça, c'est aller faire ces liens-là avec l'académie, transformer ça dans des recherches pour aller vraiment évaluer, regarder comment on peut après ça répéter. Mais c'est en train de se faire, là. Il y a des modules de réalité virtuelle qui sont en train d'être évalués, puis on voit que c'est l'industrie qui a approché l'hôpital avec une évaluation de faisabilité puis de pertinence par les cliniciens. Donc, on voit que ces mouvements-là sont en train de se faire aussi. Donc, je pense qu'on est sur une belle ère d'aller, en fait, à ce niveau-là. Merci beaucoup, Phébé. Et Anne-Louise, disons dans un monde idéal où on a le temps, les PRF ont le temps. Et puis avec toute ton expérience, avec tous tes projets interdisciplinaires, et puis où tu vas capter les différentes expertises de partout. Oui, j'allais vous dire justement, souvent je me présente comme étant une futuriste.
pour cacher que je suis une tâtonneuse experte. C'est sûr que dans une autre vie, là, je serais une retapeuse de temps perdu. Donc, voici quelques pépites d'or que je vous offre comme ça. Une expérience que j'ai faite avec la commission scolaire Riverside, qui était de créer une communauté de leaders, génératrices de leaders. Donc, ça fonctionne comme une communauté d'apprentissage ou une communauté de pratique de personnes qui sont des leaders d'un peu partout, qui ensuite créent des petites communautés ou des sous-communautés de personnes qui vont être des leaders. Donc, c'est comme une espèce de méthode pour un leadership partagé. Donc, ça part d'objectifs, de critères d'évaluation, et puis on identifie des enveloppes, des moments, des temps de libération pour être capable de faire des avancées. Ça commence très petit pour se créer, se dédoubler, se décupler, etc. Donc, ça, c'est un exemple. L'autre exemple, et puis c'est mon dada dernièrement, ça s'appelle le munch learning. Vous savez, quand on grignote, on sait très bien maintenant, la science nous a dit que ça fait grossir. Donc, le grignotage d'apprentissage, c'est ma nouvelle façon de faire. S'il y a la possibilité d'avoir des petites pépites ou des petites bouchées d'apprentissage qui peuvent être mises sur une interface où les gens en mangeant, peuvent écouter une minute pour progresser dans quelque chose. Ça, c'est un format qui est très, très désirable en milieu de travail. Un carré de sable d'innovation en français. En anglais, ça sonne mieux, c'est Innovation Sandbox. Souvent, ça existe dans le milieu de l'IA. Je le fais dans le milieu de l'éducation universitaire. On parle de petits défis qui ne sont pas complets, de projets qui sont prometteurs, mais on ne veut pas trop mettre de ressources dedans. On veut juste essayer les possibilités pour voir est-ce que c'est prometteur, est-ce que ça peut marcher, est-ce qu'on a de l'expertise, est-ce qu'on peut créer une communauté autour de ça. Ça nous donne la possibilité de faire des erreurs rapides pour corriger le tir, pour ne pas mettre beaucoup de ressources dans quelque chose qui ne marchera pas. Ça donne la possibilité d'itérer et puis d'ajouter de l'expertise dans la culture d'innovation, dans l'écosystème de l'entreprise ou de l'hôpital ou du milieu hospitalier. Dernière idée peut-être là, pour assurer ou cultiver une culture d'apprentissage tout au long de la vie, c'est de vraiment maximiser, capitaliser sur les programmes de mentorat. D'avoir une liste de mentors et puis de valoriser le mentorat, soit par des prix annuels ou des petites choses que les gens peuvent valoriser. Là, je sais par exemple que vous avez parlé de badge. Je ne sais pas parce que je n'ai pas fait partie de cette équipe-là, mais il faut savoir qu'est-ce que les mentors valorisent. C'est-à-dire que si je vais chez Starbucks, puis on me dit, pour ta fête, on va te donner un extra squirt de calories puis de gras, je ne sais pas quoi dans ton café, je ne le veux pas. Parce que moi, je ne valorise pas ça. Donc, qu'est-ce que les mentors veulent? Qu'est-ce qu'ils valorisent? Qu'est-ce qu'ils aimeraient accumuler? Donc, c'est d'essayer d'identifier ça, de créer un programme, puis ensuite de travailler beaucoup sur le matching. Parce que ce n'est pas juste de dire, je ne sais pas, Nathalie, tu vas être mon mentor maintenant. Peut-être que ça ne marchera pas, on ne fait pas la même chose. Donc, c'est vraiment d'aller voir comment est-ce qu'on peut créer peut-être une liste ou une database de personnes qui ont besoin d'être mentorées versus des mentors. Donc, ça, c'est les petites pépites d'or que je vous offre aujourd'hui. Merci beaucoup à Louise. Et puis, je vois dans les commentaires, il y a plein de personnes qui ont dit, j'adore cette formulation, grignoter la formation tous les jours. Ces petites bouchées d'apprentissage mettent en avant l'importance des messages clés et ainsi de suite. Et puis, Nathalie, nous, là, durant l'hiver, on va envoyer des petites bouchées à nos PRF, just in time, et puis vraiment aller vers l'avant avec eux, alors, et puis elles. Donc, merci beaucoup à nos invités. Nathalie, comment tu aimerais clôturer notre belle et puis riche table ronde? Ben, en fait, tout d'abord, merci à tous et à toutes. Sincèrement, la richesse des échanges, c'était très, très, très intéressant. Puis merci à tous ceux qui ont accepté de se connecter à cet événement-là. Je dirais en toile de fond, ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est toute la notion d'apprentissage tout au long de la vie. Partout, de tous et avec tous. La notion d'écosystème, ça revient dans les échanges. Je pense qu'également, ça confirme que les PRF en santé sont des leviers de transformation incontournables. Puis, essentiellement, ce sont pour la plupart d'entre eux des gens qui sont bien conscients qu'ils doivent, qui veulent également répondre aux défis criants en santé par l'apprentissage. Puis, je dirais, on est rendu au moment où on veut leur donner les moyens d'agir, les moyens d'y arriver.
J'en profiterai peut-être pour faire une petite annonce en conclusion. Je vous invite à notre symposium sur l'apprentissage réinventé pour mieux soigner qui aura lieu le 16 février prochain au CHUM. Puis ce symposium-là est vraiment en réponse aux besoins des PRF dans tout ce qu'ils nous ont nommé dans le cadre de notre analyse de leurs besoins. Et évidemment, Nadia et moi, en fait, nos institutions respectives sommes très présentes sur les réseaux sociaux. Donc, je vous invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux. Au fur et à mesure, on va continuer vraiment à partager la programmation, les outils qu'on développe pour les PRF. On le fait dans une perspective de partage pour l'ensemble de la communauté. Donc, c'était mon petit mot de la fin. Nadia, je te laisse peut-être la dernière partie. Merci Nathalie. Et donc, à mon tour, je dis un grand, énorme merci à nos invités et puis à nos panélistes. Vraiment, là, c'était hyper riche. Et puis, on a vu aussi les commentaires des participants qui abordent dans la même direction, qui aussi ont beaucoup apprécié tout ce que vous avez partagé. Un énorme merci aussi pour toutes les personnes qui sont restées avec nous durant ces 2 heures. Bien sûr, je dois remercier le ministère de l'Économie et de l'Innovation pour son soutien indéfectible à notre projet. Et puis, un grand merci à l'Obvia, bien sûr, mais spécialement à Laura Maltais, provinciale, et puis l'équipe de communication qui ont soutenu notre projet dès le début. Un immense merci, bien sûr, à ma mon très cher partenaire, la DEAC. C'est un vrai partenaire avec qui collaborer est non seulement très excitant, mais aussi un véritable privilège. Et puis, je tiens aussi à saluer particulièrement le leadership de Julie que vous avez rencontré aujourd'hui, qui a orchestré ce projet depuis ses débuts. Et puis, le livre blanc ne serait jamais entre nos mains aujourd'hui si ce n'était pas pour elle. Donc, juste pour vous rappeler, l'enregistrement de nos 2 heures va être partagé sur les réseaux. En finissant, je vous souhaite une très belle fin de semaine et puis au plaisir de vous retrouver lors de nos résultats de nos essais pilotes durant cet hiver-là. Merci à tout le monde.